Être professeur aujourd'hui, c'est pas facile tous les jours. C'est sûr qu'il y a des très belles choses dans ce métier et c'est pour ça que tu l'as choisi. La transmission, le contact avec les enfants, pouvoir former la nouvelle génération, toutes les qualités qu'a l'enfant, que ce soit l'innocence, la franchise, la joie de vivre, le fait de vivre au présent. Tout ça, ce sont des pépites dont on profite en tant que professeur. Mais derrière ça, il y a plein de complexités à gérer. Que ce soit les enfants qui sont pas concentrés en cours, les disputes, les jalousies, le manque de respect, il y a tout un tas de complexités à gérer qui est lié au fait d'avoir à gérer un groupe d'êtres humains et qui plus est un groupe d'êtres humains enfants ou adolescents. Alors ce qui est différent d'un groupe d'êtres humains adultes, c'est que les adultes, on a un néocortex qui est bien fini. Donc, le néocortex, c'est la partie du cerveau qui nous permet d'avoir toutes les capacités de raisonnement logique, de conscience morale, d'empathie. Et ce néocortex, il est mûr qu'à 25 ans. C'est pour ça qu'on voit autant d'agressivité chez les maternelles, par exemple. C'est parce qu'ils ont un néocortex qui n'est pas fini, donc ils sont beaucoup plus dans leur cerveau primitif, cerveau reptilien et cerveau limbique. Et donc quand ils sont emportés par une émotion, c'est une explosion d'émotions. Alors quand c'est de la joie, c'est génial, c'est une explosion de joie. Quand c'est de la gratitude, c'est génial, c'est une explosion de gratitude. Mais quand c'est de la colère, c'est une explosion de colère qui peut aller jusqu'au fait de mordre, de taper, mais de manière violente, parce qu'ils sont débordés par leurs émotions. C'est une vraie tempête émotionnelle qui les parcourt. Donc je suis Tarissaï de Cugnac, je suis formatrice en éducation positive et je suis passionnée par les relations humaines et comment faire en sorte qu'une relation se passe bien de manière sereine avec un maximum de joie de vivre, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les classes. Qu'est-ce qui fonctionne pour faire en sorte que les enfants aiment les choses qu'on leur propose? Ben voilà, ça c'est ma passion. Donc, je suis allée me former auprès des meilleurs, non seulement en éducation positive, donc auprès de plusieurs approches. Donc ce que je retiens dans cette formation, c'est essentiellement l'approche de la discipline positive et l'approche Montessori. Mais j'ai fait aussi beaucoup de formations de développement personnel pour comprendre justement comment pouvoir soigner ses blessures, comment pouvoir vivre avec ses blessures et les dépasser, parce que pour moi c'est la clé pour pouvoir appliquer l'éducation positive. Donc en éducation positive, on n'est plus trop dans l'éducation verticale, c'est-à-dire avec l'adulte dominant et l'enfant soumis. On n'est pas non plus dans l'inverse, c'est-à-dire avec l'enfant dominant et l'adulte soumis. Ça s'appelle le laxisme. Nous, ce qu'on va chercher à développer comme relation, c'est une relation d'être humain à être humain, qui est une véritable relation de coopération, où l'adulte peut se nourrir de l'enfant et l'enfant peut se nourrir de l'adulte. Chacun a à apporter à l'autre. Parfois, il y a des gens qui me disent oui, mais j'ai testé l'éducation positive et j'y arrive pas. J'ai lu des bouquins, j'y arrive pas. Je continue à m'énerver, je continue à crier. Je n'aime pas parce que je sais que ce serait pas bien. Donc oui, l'éducation positive, si on apprend juste les outils de communication et qu'on n'apprend pas tout ce qui est gestion des émotions, ça peut être très compliqué. Si ça a été possible pour moi, j'étais une maman juste super autoritaire à reproduire le schéma que j'avais connu, de transformer ma vie en intégrant les outils de l'éducation positive, c'est sûr que c'est possible pour vous. Dans un groupe, on a quasiment toujours un élément perturbateur. Et là, on a deux options. Donc, j'ai parlé de deux options volontairement opposées. Et bien sûr, dans la vie, tout n'est pas ni tout noir ni tout blanc. Il y a tout un tas de dégradés qui existent entre ces deux options. Donc, la première option qui est le plus couramment utilisée, ça va être d'essayer de neutraliser l'élément perturbateur. Donc, comment on fait ça? D'abord, on le repère. Voilà, il y a un élève qui est particulièrement dissipé, qui n'écoute pas, qui parle avec ses copains-copines alors qu'on est en train de donner cours. Lui, c'est l'élément perturbateur. Donc, comment on le neutralise? Dans l'éducation classique, on va utiliser tout un tas de choses. Ça peut être déjà simplement lui parler, lui dire que ça se fait pas, que ce serait intéressant pour toute la classe qu'il puisse changer son comportement pour qu'on puisse avancer dans le cours. Donc, si ça marche pas, le neutraliser, ça peut être utiliser les punitions. Donc avant les punitions, il y a la menace de punition. Mais bon, voilà, menace de punition, c'est-à-dire lui poser un ultimatum. Mon gars, soit tu changes, soit t'es puni. Et là, souvent, c'est plutôt efficace. C'est-à-dire que si la punition est suffisamment forte pour qu'il n'ait pas envie de la faire,
il va généralement changer son comportement. Mais c'est fatigant de devoir répéter les choses, de devoir menacer de punition. C'est fatigant pour nous en tant qu'adultes. Et pour l'enfant, la conséquence court terme, en général, elle fonctionne bien. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, il va changer de comportement. La conséquence long terme, elle est un peu plus négative parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que s'il obéit par peur d'une punition plutôt que parce qu'il aime vraiment la matière, ça va le déconnecter petit à petit de ce qu'il aime vraiment. Et ça va l'habituer à fonctionner dans la vie plus par peur de la réaction des autres qu'en suivant vraiment son enthousiasme et ce qu'il aime vraiment. Donc moi, personnellement, en tant que jeune adulte, j'étais plutôt comme ça. Et donc, du coup, j'ai choisi un métier en finance, mais qui m'épanouissait pas trop, juste pour avoir une sécurité financière, un bon statut social, voilà. Mais j'étais pas épanouie. Donc ça, c'est la première chose qui peut arriver. L'autre conséquence, c'est que l'enfant puisse associer la matière avec une émotion négative, forte. Et donc faire un rejet de la matière. Voire même plus, ça peut être un rejet de l'école, carrément de l'institution scolaire si l'enfant généralise. Je pense qu'on a tous eu des amis qui ont détesté une matière parce qu'ils ont détesté la façon dont le professeur leur a parlé. Alors c'est bien beau tout ça, mais dans ce cas-là, on fait quoi? Parce que c'est compliqué de faire toujours en fonction de l'enfant pour faire en sorte qu'il s'amuse, qu'il soit enthousiaste, pour qu'il puisse suivre ses intuitions, qu'il aime la matière. Mais si on y arrivait, ça donnerait quoi? Parce que non seulement lui, il fait quelque chose qu'il aime, en plus, nous, on le fait dans la joie de vivre. Du coup, s'il fait quelque chose qu'il aime, il est naturellement motivé. On n'a pas besoin d'y répéter 50 fois. De se taire, de se concentrer, de faire ses devoirs. On n'a plus besoin. Donc ça, c'est l'autre éducation possible. Donc l'autre monde extrême, ça va être faire en sorte que tout le monde, même l'élément perturbateur, et ça c'est l'autre option, puisse être intégré au cours et être motivé. Mais alors comment on fait? Alors je vais te donner cette pépite. Mais juste avant, je vais te parler de quelque chose qui est très important pour moi. J'ai créé une formation spécialement dédiée aux professeurs qui s'appelle « J'enseigne dans la joie ». Parce que oui, professeur, c'est un magnifique métier. Et que vous, en tant que prof, vous êtes le capitaine du navire. Et la formation, elle se fait donc en 5 modules. Il y a un nouveau module qui arrive chaque semaine. Et entre chaque module, l'invitation, c'est de pouvoir pratiquer les outils qui ont été vus pendant le module pour que vraiment vous puissiez vous en imprégner, voir le changement qu'il y a dans votre classe, le changement de la part de vos élèves, le changement pour votre bien-être personnel. Comment faire quand un élève vous embête, vous n'en pouvez plus, vous sentez la colère monter ou la tristesse, ou vraiment, il y a quelque chose où vous supportez plus. Comment faire pour retrouver le plus vite possible votre état de bien-être, votre joie de vivre? Parce que c'est le plus important. C'est vous le capitaine du navire. Donc ça s'applique aux élèves, ça s'applique aussi aux collègues ou aux directeurs. Si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui fait des choses où vous, vraiment, dès qu'il le fait, vous vous sentez mal, comment faire pour cultiver votre bien-être? Avec des outils qu'une fois que vous avez pratiqués, vous pourrez les utiliser toute votre vie, dans toutes les situations. Vraiment, je trouve que c'est une pépite géniale d'être dans le respect mutuel. Parce que quand on respecte plus l'enfant, lui nous respecte plus. On peut se permettre d'apprendre de l'enfant et lui peut se permettre, il s'ouvre encore plus au fait d'apprendre de nous. Donc ça donne une relation qui est vraiment riche dans les deux sens. Donc dans le deuxième module, c'est ça qu'on apprend. C'est comment instaurer le respect mutuel. Comment faire pour que les enfants nous obéissent, mais sans avoir l'impression qu'on leur donne des ordres, qu'on leur impose des choses, mais qu'ils nous obéissent parce qu'ils apprennent à aimer les règles. Parce qu'ils apprennent à faire des règles de la société leurs propres règles. Donc pour nous, c'est une libération. On n'a plus besoin de répéter 10 fois la même chose, ou 50 ou 100 fois. On n'a plus besoin de menacer de punition, d'être exclu, etc. Parce que la règle devient la sienne. Donc là-dedans, ce qu'on voit, c'est beaucoup des outils de communication. Comment faire pour communiquer aux élèves. Et en fait, je parle des élèves, mais en vrai, quand on apprend ces outils de communication pour les enfants ou les élèves, il fonctionne aussi bien avec tous les adultes. Ça fait du bien d'arriver à communiquer sans blesser l'ego de l'autre, en fait. C'est ça la clé. C'est que quand on blesse l'ego de l'autre, l'autre il monte sur ses grands chevaux, il se met en opposition. Et si on arrive à préserver son ego en communiquant, bien l'autre il s'ouvre, il se dit « Ah ok, il n'y a personne qui veut m'agresser, je me sens en sécurité, je peux m'ouvrir, je peux écouter ce que l'autre a à me dire. Si je trouve ça pertinent,
je peux le prendre, je peux faire de cette règle ma propre règle. Et là, quand on arrive à ça en tant qu'adulte, on a tout gagné, parce qu'après, on n'a plus besoin de répéter les choses. Donc voilà, bon ça c'est ce qu'on voit au module 2. On va voir tout ce qui a trait à la concentration des élèves. Parce qu'il existe plein d'outils qui permettent de favoriser la concentration. Ça peut être des outils de respiration comme la cohérence cardiaque, comme la méditation. Ça peut être des mouvements, parce qu'il y a des mouvements qui permettent de pouvoir relier plus facilement les deux zones de notre cerveau, favoriser la transmission d'informations entre la partie créative et la partie plus rationnelle, scientifique, qui favorise grandement la concentration. On va voir comment motiver un élève. Alors comment est-ce qu'on motive quelqu'un ? Les motiver par l'extérieur, c'est jamais une vraie motivation. Ça veut dire que tant qu'il y a soit la carotte, soit le bâton, l'enfant va avancer. Donc dès qu'il n'y a plus la carotte ou dès qu'il n'y a plus le bâton, l'enfant n'avance plus. Donc la motivation, elle a besoin de venir de l'intérieur. Un être humain, qu'il soit enfant ou qu'il soit adulte ou adolescent, peut travailler pendant des heures et des heures sans voir le temps passer quand il fait quelque chose qu'il aime, qui le passionne. En général, vers 3 ans, on a peut-être 10, 15, grand maximum 20 minutes de concentration. Même un petit de 3 ans, sur quelque chose qui le passionne, peut rester concentré pendant 3 heures. Et un ado, sur quelque chose qui le passionne, il peut rester concentré pendant 1 semaine ou plus. Sur le papier, des enfants, ça a l'air tout mignon, tout sympa, avec les sourires et tout. Et dans la vraie vie, c'est pas ça tous les jours. Non. Les enfants, ils ont beaucoup de violence en eux. Donc ils l'expriment pas tous, et pas tous de la même manière. En revanche, c'est rare que dans une classe, on puisse avoir une classe sans violence. Comment faire pour gérer les violences entre enfants ? Comment faire pour apprendre à les responsabiliser eux-mêmes et à ce qu'ils puissent trouver eux-mêmes des solutions à leurs disputes. Pour que nous, en tant qu'adultes, on n'ait plus besoin d'intervenir, d'être l'arbitre, de faire tout ce qui est fatigant, et qu'ils puissent vraiment utiliser les conflits comme une opportunité de pouvoir apprendre à mieux communiquer, de pouvoir apprendre à gérer par eux-mêmes leurs conflits, leurs disputes, et on voit tout ça avec des outils d'éducation positive qui sont top et même ludiques. Il y a un truc que tous les enfants et les adolescents aiment, c'est le jeu. Alors c'est pas les mêmes jeux pour les tout petits et pour les ados, mais de manière générale, ils aiment ce qui est ludique. Et il existe des techniques ludiques d'apprentissage qui sont utilisées par les plus grands champions de la mémoire, qui sont juste drôles en fait, c'est des jeux qu'on peut faire en classe et on peut avoir comme ça des résultats extraordinaires sur une classe en termes de rétention de l'information. Voilà, eux, ils auront pris plaisir parce que c'était ludique, ils auront appris sans souffrir, sans toute la pénibilité qu'il peut y avoir liée à un apprentissage, qui n'est pas toujours le cas, mais parfois il y a des élèves qui trouvent ça pénible d'apprendre. Donc là, c'est vraiment apprendre de manière ludique, être capable à la fin du chapitre d'avoir retenu toutes les informations importantes et pouvoir les transmettre. Dès que vous êtes inscrit, vous recevez un mail avec votre identifiant, votre mot de passe et vous connectez tout de suite à la plateforme de formation. Donc c'est une formation qui se fait sous format vidéo, dans une plateforme sécurisée en ligne, dans laquelle vous aurez toutes les vidéos, un espace de commentaires sous les vidéos, des espaces dédiés pour pouvoir poser des questions, partager vos difficultés, partager les outils qui ont testé et qui ont fonctionné pour que d'autres professeurs puissent en bénéficier aussi. C'est aussi un groupe d'échange privé entre professeurs pour se sentir une communauté, pouvoir avancer ensemble, partager ses victoires, ses difficultés, dire ce qui fonctionne et avancer vraiment tous ensemble vers plus de joie de vivre et de sérénité dans la classe. Et donc je vous avais promis la pépite pour motiver un être humain. Donc motiver vos élèves. Donc comme on l'a vu, motiver par la carotte et le bâton, ça fonctionne sur le très court terme, mais c'est pas durable. Et en fait, pour motiver un être humain, le plus efficace, c'est qu'il soit motivé de l'intérieur. Alors comme ça peut paraître trop simple. Et de se dire, ouais, mais alors, soit il aime ma matière, il est motivé, soit il l'aime pas, il est pas motivé, mais ça résout pas mon problème. Et c'est vrai. Mais il y a une petite astuce pour faire le pont. S'il aime pas votre matière, et que vous avez envie qu'il soit motivé, eh bien l'astuce, ça va être de relier votre matière à ses valeurs hautes. Donc je vais prendre un exemple concret pour que ce soit plus parlant.
Imaginons une adolescente ou une préado qui déteste les maths, elle est nulle en maths, et qui adore faire des maquettes d'immeubles, de maisons, voilà, tout un tas de maquettes. Elle est très manuelle. Elle aime aussi faire des bijoux en pâte fimo. Elle aime l'équitation. Comment est-ce qu'on peut faire pour relier la matière mathématique à ses valeurs hautes? Bon, la première chose, ça va être de découvrir, d'identifier ses valeurs hautes. Là, je vous les ai données pour l'exemple, mais dans une classe, on ne sait pas forcément quelles sont les valeurs hautes de l'enfant. Donc simplement leur demander qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas en cours, quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie. Ça, c'est hyper utile quand on veut remotiver un élève. Puis la deuxième chose, ça va être de simplement utiliser qui elle est pour faire en sorte qu'elle aime la matière. Donc en l'occurrence, si elle, ce qu'elle adore, c'est de faire des maquettes, ça peut être d'utiliser sa passion des maquettes pour l'intéresser aux mathématiques, voir que oui, pour faire des maquettes, ça peut être super intéressant de savoir mesurer, savoir calculer, savoir faire des opérations plus ou moins complexes, savoir calculer, ça peut être la résistance des matériaux, et partir vraiment de ce qu'elle aime pour revenir à notre matière. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais si je dois faire ça avec tous mes élèves, ça va me prendre un temps monstrueux et j'aurai pas le temps de faire mon cours. Et c'est vrai. Mais en fait, l'important, ça va pas être de faire ça avec tous les élèves, mais de prendre le temps de faire ça avec les élèves qui ont le plus de difficultés. Un autre exemple, une professeure d'espagnol qui était installée dans une banlieue et qui avait des élèves qui étaient particulièrement démotivés pour l'espagnol. Ils n'avaient pas beaucoup de perspectives de voyage et ils ne voyaient pas l'intérêt de faire cette matière. Et c'est une professeure en lycée. Elle m'a dit « Je n'ai jamais eu autant d'attention dans mon cours que le jour où j'ai parlé de sexualité. » Oui, c'est des ados. Donc les ados, ils ont toutes les hormones qui travaillent, ils sont en train de découvrir la relation à l'autre sexe, ils sont en train de découvrir la sexualité, c'est un sujet qui est plutôt tabou dans la société et très important pour eux. Et d'ailleurs très important pour toute l'espèce humaine parce que c'est comme ça qu'on se reproduit. Donc elle a osé aller parler à ces ados de ce qui les intéressait le plus à ce moment-là et dont personne n'osait leur parler. Et comme ça, elle a réussi à capter toute leur attention et à pouvoir les motiver de l'intérieur pour cette matière. Moi, j'ai trouvé son idée géniale. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à penser à votre élève ou à vos élèves qui sont les plus démotivés dans votre cours. À leur demander la prochaine fois qu'ils viennent, quels sont leurs centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Juste passer du temps à créer du lien. Si ils se livrent pas tout de suite parce qu'ils se méfient un peu, ils se disent tiens c'est bizarre qu'ils me demandent ça ou quoi. Ça peut être partager vos centres d'intérêt, ce que vous aimez dans la vie, et puis dire que voilà vous avez juste envie de créer du lien, partager, créer une belle ambiance dans la classe. Et une fois que vous avez cette matière, donc quelles sont leurs valeurs hautes, vous demandez comment faire le pont entre leurs valeurs hautes et votre matière. Et ça c'est vraiment à vous de faire ce pont. Bon, en tout cas, je vous souhaite de tout cœur de nous retrouver dans cette formation avec tous les professeurs qui sont sur ce chemin et qui sont déjà là. Donc si vous voulez rejoindre J'enseigne dans la joie, vous avez toutes les informations ci-dessous. À bientôt!